J'étais invisible pour elle, juste l'assistant qui apportait le café à l'heure pile. Je me contentais d'être le fantôme du bureau, le type que personne ne remarquait. Mais tout a changé en une soirée. Dans un loft d'entreprise surchauffé et bruyant, elle m'a regardé comme jamais auparavant. Élise Caron, ma chef, la directrice associée de Glace, est venue droit sur moi et a murmuré d'une voix tendue « J'ai besoin de ton aide. Maintenant ». J'ai à peine eu le temps de lui demander ce qui se passait quand elle a lâché l'ordre qui a bouleversé ma vie. Fais semblant d'être mon copain. Et tu l'auras. Tu l'auras. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Une promotion? Une récompense? Je savais juste qu'à cette seconde, j'avais cessé d'être l'assistant. J'étais devenu le pion d'un jeu qui allait changer mon destin. Bonjour, je m'appelle Julien Lambert. J'ai 24 ans et je travaille comme assistant personnel dans une entreprise de consulting à Paris, dans le 8e arrondissement. C'est un titre qui sonne bien sur le papier, mais en réalité, cela signifie que je fais tout ce qu'Élise Caron n'a pas le temps ou l'envie de faire elle-même. Elle est ma chef, directrice associée de la firme, et notre relation se résume à des instructions brèves, des regards froids et une distance professionnelle qui pourrait remplir la scène. Je n'aurais jamais imaginé que tout changerait lors d'une soirée d'entreprise banale, quand elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Fais semblant d'être mon copain, et tu l'auras ». À ce moment-là, je ne savais pas ce que « tu l'auras » signifiait vraiment, mais j'ai découvert que certaines promesses changent une vie entière. Élise Caron est le genre de femme qui attire tous les regards, sans même essayer. Elle a 35 ans, des cheveux châtains coupés au carré juste au-dessus des épaules, toujours impeccable, et des yeux verts qui peuvent te transpercer comme un laser ou t'ignorer complètement selon son humeur. Elle porte exclusivement des tailleurs ajustés, des talons qui claquent sur le parquet comme des coups de marteau, et une montre suisse qui coûte probablement plus que mon loyer annuel. Au bureau, elle est une machine. Elle arrive avant tout le monde, part après tout le monde, et entre les deux, elle dirige des réunions avec une précision militaire. Les gens la respectent, mais personne ne l'aime vraiment. Elle est trop distante, trop parfaite, trop froide. Moi, je suis juste le gars qui lui apporte son café sans sucre à 8 heures tapantes, qui organise ses rendez-vous, qui confirme ses réservations de restaurant et qui s'assure que ses présentations PowerPoint sont impeccables. Nous ne parlons jamais de quoi que ce soit de personnel. Elle ne sourit jamais. Je suis invisible pour elle. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Notre bureau se trouve dans un immeuble haussmannien rénové, tout en verre et en acier à l'intérieur malgré la façade classique. Mon bureau est dans un open space bruyant au 2e étage, tandis qu'elle règne depuis un bureau d'angle au 5e avec vue sur l'Arc de Triomphe. Entre nous, il y a 3 étages, plusieurs zéros sur nos fiches de paie et un monde entier de différences. Elle est issue d'une grande famille bourgeoise de Neuilly, diplômée de Sciences Po et HEC. Moi, je viens de Montreuil. J'ai un master en administration des affaires d'une université publique, et je partage un appartement de 40 mètres carrés avec un colocataire qui joue de la guitare électrique à minuit. Nos vies ne se croisent que dans le cadre strict du travail, et c'était très bien comme ça, du moins, jusqu'à cette fameuse soirée. C'était un vendredi soir de juin, et l'entreprise organisait un cocktail pour célébrer la signature d'un contrat important avec un client allemand. L'événement se tenait dans un loft branché du Marais, avec des canapés design, un bar ouvert, et un DJ qui passait de la house music insupportable. Je n'avais aucune envie d'y aller, mais ma présence était fortement encouragée, ce qui signifie obligatoire. J'ai enfilé ma seule chemise décente, un pantalon noir, et je me suis rendu là-bas en métro, coincé entre des touristes et des Parisiens épuisés. Quand je suis arrivé, l'endroit était déjà bondé. Des collègues riaient trop fort, des patrons se congratulaient, et des serveurs en gilet noir circulaient avec des plateaux de champagne et de petits fours ridicules. Je me suis dirigé vers le bar, j'ai pris une bière et je me suis posté dans un coin pour observer la scène en attendant de pouvoir partir, sans paraître impoli. C'est là que je l'ai vue. Élise était adossée au bar, seule, un verre de vin blanc à la main. Elle portait une robe noire ajustée, simple mais élégante, et pour la première fois, elle n'avait pas l'air aussi sûre d'elle. Elle regardait autour d'elle avec une expression que je ne lui avais jamais vue. De l'anxiété, peut-être même de la peur. Puis nos regards se sont croisés. Elle a plissé les yeux, comme si elle réfléchissait, et soudain, elle s'est dirigée vers moi d'un pas rapide. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Avais-je oublié quelque chose d'important? Elle s'est arrêtée juste devant moi, si proche que je pouvais sentir son parfum, quelque chose de fleuri et d'onéreux. « Julien !» a-t-elle dit d'une voix basse et urgente. « J'ai besoin de ton aide. Maintenant. » Je l'ai regardée, confus. « Madame Caron, qu'est-ce qui se passe ?»
Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, puis s'est rapprochée encore plus. Mon ex-mari est là. Il est venu avec sa nouvelle petite amie, une fille de 26 ans, et il ne cesse de me regarder avec ce sourire suffisant. Je ne peux pas supporter ça. Je n'avais jamais entendu Élise parler de sa vie privée. Je ne savais même pas qu'elle avait été mariée. D'accord, ai-je dit lentement, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle a pris une profonde inspiration, et là, elle a lâché la bombe. Fais semblant d'être mon copain, juste pour ce soir, et tu l'auras. Tu l'auras? Qu'est-ce que cela voulait dire? Une promotion? Une augmentation? Je n'ai pas eu le temps de demander parce qu'elle m'a déjà pris la main et m'a entraîné vers le centre de la pièce. Sa paume était chaude et légèrement moite. Elle était nerveuse. Élise Caron, la femme de glace, était nerveuse. Nous nous sommes arrêtés près d'un groupe de cadres supérieurs et elle s'est blottie contre moi, son bras enroulé autour du mien. « Tu vois l'homme là-bas, avec les cheveux gris et le costume bleu marine ?» a-t-elle murmuré. J'ai suivi son regard et j'ai vu un homme d'une 50aine d'années, grand, distingué, avec une jeune femme blonde accrochée à son bras. C'est lui, Arnaud, mon ex. Elle a serré mon bras plus fort, fait comme si nous étions ensemble. Risse, sourit, touche-moi. Mon cerveau était en panique totale, mais mon corps a réagi instinctivement. J'ai passé mon bras autour de sa taille et je l'ai attirée contre moi. Elle était plus petite que je ne le pensais sans ses talons habituels. Je sentais la chaleur de son corps contre le mien, et cela m'a fait un effet étrange, presque électrique. Comme ça? Ai-je demandé. Elle a levé les yeux vers moi, et, pour la première fois depuis que je la connaissais, elle m'a souri. Un vrai sourire. Parfait, a-t-elle dit. Continue. Nous avons passé les 2 heures suivantes à jouer un rôle. Élise riait à mes blagues, même les plus stupides. Elle me touchait le bras, l'épaule, la main. Elle me présentait aux gens comme « mon Julien », avec une fierté feinte mais convaincante. Et moi, j'ai joué le jeu. Je la regardais dans les yeux, je lui parlais à l'oreille pour la faire rire, je la tenais par la taille comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. C'était surréaliste. À un moment, Arnaud s'est approché de nous. Il avait ce sourire condescendant qu'Élise avait décrit. « Élise », a-t-il dit d'un ton mielleux, « quelle surprise de te voir ici, et avec quelqu'un en plus. » Il m'a regardé de haut en bas, clairement peu impressionné. « Arnaud », a répondu Élise avec un calme glacial. « Oui, je te présente Julien, mon compagnon. » Le mot « compagnon » a flotté dans l'air comme une gifle. Arnaud a froncé les sourcils. « Vraiment? Et depuis combien de temps ?» J'ai senti Élise se tendre à côté de moi. J'ai décidé d'intervenir. « Quelques mois maintenant », ai-je dit avec assurance. Élise préfère garder sa vie privée discrète, mais je suis l'homme le plus chanceux du monde. J'ai regardé Élise et je lui ai souri. Et elle m'a rendu mon sourire avec une chaleur qui semblait presque réelle. Arnaud a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a marmonné quelque chose sur le fait d'avoir d'autres personnes à saluer, et il est parti. Dès qu'il a été hors de portée de voix, Élise a éclaté de rire. Un rire vrai, libérateur. « Oh mon Dieu, tu as vu sa tête ?» Elle riait tellement qu'elle avait les larmes aux yeux. Je n'avais jamais vu Élise comme ça, et franchement, c'était magnifique. La soirée s'est terminée, et nous sommes sortis ensemble dans la nuit parisienne. L'air était doux, les rues du Marais étaient encore animées, et il y avait quelque chose de magique dans cette ambiance. Élise a enlevé ses talons et les a tenus à la main, marchant pieds nus sur le trottoir. « Merci Julien », a-t-elle dit doucement. « Tu m'as sauvé la mise ce soir. Je te dois une fière chandelle. »« Ce n'est rien », ai-je répondu. « Mais tu m'as dit que je l'aurais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Elle s'est arrêtée et m'a regardé avec une expression étrange, entre amusement et sérieux. « Tu veux vraiment savoir ?» Évidemment. Elle a mordu sa lèvre inférieure, hésitante, puis a dit « Moi, tu m'auras moi, si tu le veux toujours après avoir appris qui je suis vraiment. » Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ? Je ne suis pas juste ta chef froide et inaccessible, Julien. Je suis une femme qui a tout construit sur le contrôle et la perfection, parce que j'avais peur de montrer la moindre faiblesse. Ce soir, tu m'as vu vulnérable, et tu ne m'as pas jugé. Tu m'as aidé sans poser de questions. Ça veut dire quelque chose. » Elle a fait un pas vers moi. « Alors voilà mon offre. Apprends à me connaître. La vraie moi. Et si après ça tu veux toujours être avec moi, alors je serai à toi. Complètement. » J'étais abasourdi. Je ne savais pas quoi dire. Élise Caron, ma chef, la femme que je pensais être une machine sans émotion, venait de m'ouvrir une porte vers quelque chose que je n'avais jamais imaginé. « D'accord, » ai-je finalement dit. « Je veux apprendre. » Elle a souri, un sourire doux et un peu triste. « Bien, alors commence par m'inviter à dîner. Pas dans un restaurant chic, quelque chose de simple. Un endroit où tu irais avec un ami. Vraiment, vraiment.
Je veux voir ton monde, Julien, pas le mien. Et c'est comme ça que tout a commencé. Le lundi suivant au bureau, Élise était redevenue la directrice associée froide et professionnelle. Mais il y avait maintenant des moments où nos regards se croisaient, où elle me souriait discrètement, où elle me frôlait la main en me passant un dossier. C'était de petits signes, presque imperceptibles pour les autres. Mais pour moi, ils voulaient dire tout. Le mercredi soir, je l'ai emmenée dans un petit bistrot près de chez moi à Montreuil, un endroit avec des nappes à carreaux rouges, des serveurs bourrus et sympathiques, et une carte de vin à 10 € la bouteille. Élise est arrivée en jean et en pull, sans maquillage, et elle avait l'air différente, plus jeune, plus vraie. Nous nous sommes assis à une table dans le coin, et au début, la conversation était un peu maladroite. Nous ne savions pas comment nous comporter l'un avec l'autre en dehors du cadre professionnel. Mais après le premier verre de vin, les barrières ont commencé à tomber. Mon père était directeur financier d'une grande banque, a-t-elle commencé. Ma mère était femme au foyer, mais seulement parce que mon père l'exigeait. Dans ma famille, on ne montre jamais ses émotions. On ne pleure pas. On ne se plaint pas. On réussit, point final. Elle a fait tourner son verre entre ses mains. J'ai appris très tôt que l'amour et la vulnérabilité étaient des faiblesses. Alors je me suis concentré sur ma carrière. J'ai travaillé jour et nuit. J'ai sacrifié tout le reste, y compris mon mariage. Qu'est-ce qui s'est passé avec Arnaud? Ai-je demandé doucement. On s'est mariés quand j'avais 28 ans. Il était ambitieux, comme moi. On pensait qu'on était parfaits l'un pour l'autre. Mais en réalité, on était juste deux personnes qui travaillaient tout le temps et qui se croisaient à peine. Quand j'ai été promue directrice associée, il ne l'a pas supporté. Il voulait que je ralentisse, que je me concentre sur nous, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment être autre chose qu'une battante. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu une tristesse profonde dans son regard. Il m'a quitté il y a 2 ans. Il m'a dit que j'étais devenue une étrangère, que j'avais perdu mon humanité. Et le pire, c'est qu'il avait raison. Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement tendu la main, et j'ai pris la sienne. Tu n'as pas perdu ton humanité, Élise. Tu l'as juste cachée pour te protéger. Elle a serré ma main. Peut-être. Mais maintenant j'ai 35 ans, je suis seul, et je me demande si j'ai construit une prison autour de moi. J'ai un appartement magnifique sur l'île Saint-Louis, mais je rentre tous les soirs dans un silence assourdissant. J'ai de l'argent, du prestige, du pouvoir, mais personne avec qui partager ça. C'est pathétique, non? Non, ai-je dit fermement. Ce n'est pas pathétique, c'est humain. Et maintenant tu es ici, avec moi, et tu te permets d'être vulnérable. C'est courageux. Elle a ri doucement. Courageux? Je suis terrifié, Julien. Terrifié que si je baisse complètement ma garde, je vais m'effondrer. Terrifié que tu vois qui je suis vraiment et que tu te rendes compte que je ne suis pas si spécial que ça. Alors laisse-moi te dire quelque chose, ai-je dit en me penchant vers elle. Je ne pense pas que tu sois spéciale parce que tu es parfaite. Je pense que tu es spéciale parce que tu essaies, parce que tu es assise ici, devant moi, à me raconter ton histoire. C'est ça qui compte. Nous avons continué à nous voir en dehors du travail. 2 fois par semaine, nous dînions ensemble, parfois dans des petits restaurants, parfois chez elle, où elle cuisinait pour moi des plats simples mais délicieux. Elle m'a raconté son enfance stricte, ses études acharnées, ses premiers pas dans le monde impitoyable du consulting. Elle m'a parlé de ses rêves d'enfant, qu'elle voulait devenir écrivaine, mais que son père lui avait dit que c'était une perte de temps. Elle m'a montré un carnet rempli de poèmes qu'elle écrivait en secret, des textes magnifiques et mélancoliques qui révélaient une sensibilité qu'elle avait toujours cachée. De mon côté, je lui ai parlé de ma famille, de mes parents ouvriers, qui m'avaient poussé à étudier pour avoir une vie meilleure, de mes doutes sur ma carrière, de mes peurs de ne jamais être assez bien. Elle m'écoutait avec une attention totale, et elle ne me jugeait jamais. Au contraire, elle m'encourageait, me disait que j'avais du potentiel, que je ne devais pas me sous-estimer. Un soir, nous étions chez elle, assis sur son canapé en cuir italien, un verre de vin à la main, et elle m'a demandé « Julien, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu passes du temps avec moi? Parce que j'en ai envie ?» ai-je répondu simplement. Parce que quand je suis avec toi, j'ai l'impression de voir quelque chose que personne d'autre ne voit. La vraie toi. Et j'aime ce que je vois. Elle a posé son verre et s'est tournée vers moi, ses yeux verts fixés sur les miens. Tu sais que si nous faisons ça, si nous devenons vraiment quelque chose, ça va compliquer nos vies. Les gens au bureau vont jaser. Ils vont dire que tu es avec moi pour ta carrière, ou que j'abuse de ma position. Je m'en fiche, ai-je dit. Qu'ils parlent. Je ne fais pas ça pour ma carrière. Je le fais parce que je tiens à toi. Tu tiens à moi? A-t-elle répété, comme si elle avait du mal à y croire. Oui, beaucoup. Elle a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts. Personne ne m'a dit ça depuis très longtemps. Alors il était temps que quelqu'un te le dise.
Elle s'est rapprochée de moi, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Elle a levé la main et a touché mon visage, traçant la ligne de ma mâchoire avec ses doigts. « Je ne veux pas te faire de mal », a-t-elle murmuré. « Je ne sais pas si je suis capable d'être la personne dont tu as besoin. Tu es déjà la personne dont j'ai besoin, » ai-je dit. « Arrête de douter de toi. » Et là, elle m'a embrassé. C'était doux au début, hésitant, comme si elle testait les os. Puis le baiser s'est approfondi et tout le reste a disparu. Il n'y avait plus de bureau, plus de hiérarchie, plus de différence d'âge ou de statut social. Il n'y avait que nous deux personnes qui s'étaient retrouvées au milieu du chaos de leur vie. Quand nous nous sommes séparés, elle avait les larmes aux yeux. « Je ne veux pas te perdre », a-t-elle dit. « Je ne veux pas que cette connexion disparaisse. Elle ne disparaîtra pas, ai-je promis. Je suis là, je ne vais nulle part. » Les semaines suivantes ont été à la fois merveilleuses et compliquées. Au bureau, nous devions maintenir une façade professionnelle, mais c'était de plus en plus difficile. Je surprenais Élise en train de me regarder pendant les réunions. Elle trouvait des excuses pour me faire venir dans son bureau. Une fois, elle m'a embrassé dans l'ascenseur vide, un baiser rapide mais passionné, avant que les portes ne s'ouvrent et qu'elle redevienne instantanément la directrice associée froide. Mais les gens commençaient à remarquer. Des collègues me posaient des questions. « Tu passes beaucoup de temps avec Madame Caron ces derniers temps. C'est normal, je suis son assistant. » Ouais, mais quand même. Les rumeurs ont commencé à circuler. Certains disaient que j'étais son nouveau favori. D'autres insinuaient des choses plus crues. Élise a commencé à être stressée. « Il parle, Julien », m'a-t-elle dit un soir chez elle. « Je le sens. Il nous observe. » Et alors, ai-je dit, on ne fait rien de mal. Non, mais ils vont penser le pire. Ils vont penser que je profite de ma position ou que tu couches avec moi pour grimper les échelons. Est-ce que c'est ce qui t'inquiète? Ce que les gens pensent? Oui, a-t-elle crié, puis elle s'est calmée. Non, je ne sais pas. J'ai passé toute ma vie à contrôler mon image, à être irréprochable. Et maintenant, je suis en train de tout risquer pour... Pourquoi? Pour une relation qui pourrait ne pas fonctionner? Ça m'a fait mal. C'est comme ça que tu vois ça? Comme un risque? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Élise? Elle s'est assise et a enfoui son visage dans ses mains. Je ne sais pas. Je suis perdu. Nous avons traversé une période difficile. Élise s'est mise à prendre ses distances au travail. Elle ne me souriait plus. Elle évitait le contact visuel. Elle annulait nos dîners. J'avais l'impression qu'elle construisait de nouveau ses murs et ça me brisait le cœur. J'ai essayé de lui parler, mais elle me disait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Ai-je demandé. À nous, à ce que je veux, vraiment. Tu ne sais pas ce que tu veux? Non, Julien, je ne sais pas. Et ça me fait peur. Je suis rentré chez moi ce soir-là complètement abattu. J'ai pensé à démissionner, à partir loin pour ne plus avoir à la voir tous les jours. Mais une partie de moi refusait d'abandonner. Une partie de moi croyait encore en ce que nous avions construit. Puis, un vendredi soir, 3 semaines après notre dernière vraie conversation, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et Élise était là, debout dans le couloir. Elle portait un jean, un t-shirt simple, et ses cheveux étaient détachés, en désordre. Elle avait l'air épuisée. « Élise, qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux plus faire ça, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus vivre en me cachant. » De quoi tu parles? De nous, de tout. J'ai passé ces dernières semaines à essayer de me convaincre que c'était une erreur, que je devais protéger ma carrière, mon image, tout ce que j'ai construit. Mais tu sais quoi? Je m'en fous. Elle est entrée dans mon appartement et a fermé la porte derrière elle. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ma réputation. Tout ce qui compte, c'est toi et moi. J'ai senti ma gorge se serrer. Élise, non, laisse-moi finir. Tu m'as montré ce que c'était que de vivre vraiment. Tu m'as rappelé ce que c'était que de ressentir quelque chose. Et je ne veux pas retourner à cette vie vide et froide. Je ne veux pas être seul dans mon grand appartement, en me demandant ce qui aurait pu être. Elle a pris mes mains dans les siennes. Mon cœur t'appartient, Julien, complètement. Si tu veux toujours de moi. Je l'ai attiré contre moi et je l'ai embrassé. C'était différent cette fois. Ce n'était plus hésitant ou incertain. C'était une promesse, une déclaration. Je veux toujours de toi, ai-je murmuré contre ses lèvres. Toujours. Cette nuit-là, nous avons parlé pendant des heures. Nous avons élaboré un plan. Élise allait parler à la direction et expliquer notre relation. Elle allait proposer que je sois transféré à un autre département pour éviter tout conflit d'intérêts. Si nécessaire, je chercherai un autre emploi. Nous ferions les choses correctement, proprement, sans cachotterie. Ça va être compliqué, a-t-elle dit. Je sais, les gens vont parler. Laisse-les parler. Tu pourrais perdre ton emploi. Alors je trouverai autre chose. Ça en vaut la peine.
Elle m'a regardé avec une émotion brute dans les yeux. Pourquoi? Pourquoi tu es prêt à tout sacrifier pour moi? Parce que ce que nous avons est réel, Élise. C'est rare et précieux. Et je refuse de le laisser filer par peur. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus forte que nous ayons. Le lundi suivant, Élise a tenu parole. Elle a rencontré le directeur général et lui a expliqué la situation. Il y a eu des discussions, des réunions, des regards curieux. Mais finalement, une solution a été trouvée. J'ai été transféré au département des ressources humaines, avec une petite promotion et une augmentation de salaire. Élise et moi n'étions plus directement liés professionnellement. Les rumeurs ont continué pendant quelques semaines, mais elles ont fini par s'estomper. Les gens ont trouvé autre chose à commenter. Et nous avons continué à construire notre relation. Nous avons pris notre temps. Nous avons appris à nous connaître en dehors du contexte de travail et de la pression initiale. Nous avons voyagé ensemble, d'abord un week-end en Normandie, puis une semaine en Italie. Nous avons cuisiné ensemble. Nous avons ri ensemble. Nous nous sommes disputés et réconciliés. Nous avons rencontré les familles respectives. Ce qui a été étrange au début, mais s'est adouci avec le temps. Ma mère adorait Élise, même si elle était intimidée par son élégance. Le père d'Élise était sceptique, mais il a fini par accepter que sa fille était heureuse, et c'était tout ce qui comptait. 6 mois après cette première soirée au Marais, Élise et moi avons emménagé ensemble. Pas dans son grand appartement de l'île Saint-Louis, mais dans un nouveau lieu, un appartement lumineux dans le 11e arrondissement qui était à nous, pas à elle ou à moi, mais à nous. C'était un nouveau départ. Élise a commencé à ralentir au travail. Elle déléguait plus, elle prenait des congés, elle s'accordait le droit de vivre. Et moi, j'ai trouvé ma place dans le département RH, où je m'épanouissais enfin. Je n'étais plus l'assistant invisible. J'étais Julien Lambert, un homme avec une carrière, une vie et une femme extraordinaire à ses côtés. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de notre appartement, regardant le coucher de soleil sur les toits de Paris, Élise m'a pris la main. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce soir-là? Fais semblant d'être mon copain et tu l'auras. Comment est-ce que je pourrais oublier? Tu sais, je n'étais pas sûr à l'époque de ce que je t'offrais vraiment. Mais maintenant je sais. Je t'offrais mon cœur, ma vie, ma vraie moi. Et tu as accepté. Bien sûr que j'ai accepté. Et tu ne regrettes rien? Toutes les complications, les rumeurs, les changements? Pas une seconde. » Elle a souri, ce sourire doux et authentique que j'aimais tant. Moi non plus. Tu as sauvé ma vie, Julien. Pas ce soir-là au Marais, mais tous les jours depuis. Tu m'as rappelé que j'étais plus qu'une directrice associée, plus qu'un titre ou un salaire. Tu m'as rappelé que j'étais une femme, avec un cœur qui bat et des rêves qui méritent d'être poursuivis. J'ai serré sa main. Et toi, tu m'as montré que je valais plus que ce que je pensais, que je n'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour mériter l'amour. Nous nous sommes sauvés mutuellement, alors, a-t-elle dit doucement. Oui, je crois que oui. Nous sommes restés là en silence, regardant la ville s'illuminer progressivement dans la nuit tombante. Il y avait quelque chose de paisible dans ce moment, quelque chose de complet. Toutes les peurs, tous les doutes, toutes les barrières que nous avions construites s'étaient effondrées, et ce qui restait était simple et pur. 2 personnes qui s'aimaient et qui choisissaient de construire une vie ensemble malgré les obstacles. Bien sûr, ce n'était pas toujours facile. Il y avait des moments où nos différences ressurgissaient. Élise avait encore tendance à vouloir tout contrôler, à planifier chaque détail de nos vies avec une précision militaire. Moi, j'étais plus spontané, plus décontracté, et parfois ça la rendait folle. « Julien, on ne peut pas juste décider de partir en week-end sans avoir réservé un hôtel. Pourquoi pas? On trouvera quelque chose en chemin. Et si tout est complet, alors on dormira dans la voiture. Ce sera une aventure. » Elle me regardait comme si j'étais fou, mais au fond, je voyais une petite lueur d'amusement dans ses yeux. Petit à petit, elle apprenait à lâcher prise, à accepter l'imprévu. Et moi, j'apprenais à être un peu plus responsable, à penser à l'avenir au lieu de vivre uniquement dans le présent. Nous avions aussi nos rituels. Tous les dimanches matins, nous allions au marché de la Bastille ensemble. Élise choisissait des fromages artisanaux pendant que je marchandais avec le vendeur de fruits pour obtenir un meilleur prix. Nous rentrions avec des sacs remplis de produits frais et nous passions l'après-midi à cuisiner ensemble, souvent en faisant un désastre dans la cuisine mais en riant tout le temps. Le soir, nous nous installions sur le canapé avec une bouteille de vin et nous regardions de vieux films français en noir et blanc qu'Élise adorait. Elle connaissait toutes les répliques par cœur et me les récitait avec des accents dramatiques qui me faisaient hurler de rire. C'était dans ces moments-là que je réalisais à quel point j'avais de la chance. Pas parce qu'Élise était belle, intelligente ou riche, mais parce qu'elle était elle. Parce qu'elle me laissait entrer dans son monde, dans ses peurs et ses joies,
et parce qu'elle acceptait que je fasse de même. 1 an après notre première rencontre au Marais, Élise m'a fait une surprise. C'était un samedi matin, et elle m'a dit de m'habiller correctement sans me dire pourquoi. Nous avons pris le métro jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, et elle m'a emmené dans une petite librairie indépendante cachée dans une ruelle. « Pourquoi on est ici ?» ai-je demandé. « Tu vas voir. » Elle m'a guidé vers le fond de la boutique, où une petite table était dressée avec une affiche manuscrite. Lecture de poésie, Élise Caron. J'ai regardé l'affiche, puis Élise, bouche bée. « Ah, tu vas lire tes poèmes? En public ?» Elle a hoché la tête, nerveuse mais déterminée. « Oui, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de cacher cette partie de moi. Tu m'as donné le courage de le faire. » Il y avait une dizaine de personnes dans l'assistance, des habitués de la librairie et quelques curieux. Élise s'est assise derrière la petite table, a ouvert son carnet et a commencé à lire. Sa voix tremblait au début, mais elle s'est rapidement affermie. Ses poèmes parlèrent de solitude, de quête d'identité, de murs qui s'effondrent et d'amour qui reconstruit. Ils étaient magnifiques, pleins d'émotions brutes et d'honnêteté. Quand elle a terminé, les gens ont applaudi et j'ai vu ses yeux briller de larmes contenues. Après la lecture, elle est venue vers moi et je l'ai serrée fort dans mes bras. « Tu as été incroyable », ai-je murmuré. « Merci », a-t-elle dit. « Merci de croire en moi. » Ce jour-là, j'ai compris que nous n'étions plus les mêmes personnes qu'il y a 1 an. Élise n'était plus la directrice associée froide qui se cachait derrière son armure professionnelle. Elle était devenue une femme complète, qui embrassait toutes les facettes de sa personnalité, même celles qu'elle avait longtemps considérées comme des faiblesses. Et moi, je n'étais plus l'assistant invisible qui doutait de sa valeur. J'étais devenu un homme confiant, capable de soutenir la personne qu'il aimait tout en poursuivant ses propres rêves. Nous avions grandi ensemble, nous nous étions transformés ensemble, et c'était ça la vraie magie de notre relation. Les mois ont passé, et nous avons continué à bâtir notre vie. Élise a commencé à écrire sérieusement, travaillant sur un recueil de poésie qu'elle espérait publier un jour. Moi, j'ai été promu responsable du développement des talents au sein de l'entreprise, un poste qui me permettait d'aider d'autres personnes à trouver leur place et à s'épanouir professionnellement. Nous n'étions pas parfaits. Nous avions des disputes, des moments de frustration, des jours où nous nous demandions si nous étions vraiment faits l'un pour l'autre. Mais à chaque fois, nous choisissions de rester, de communiquer, de travailler sur nos problèmes au lieu de fuir. Et c'était ça qui faisait la différence. Un soir d'automne, presque 2 ans après cette fameuse soirée, nous étions de retour dans ce même loft du Marais. L'entreprise organisait une autre fête, et cette fois, nous y sommes allés ensemble, main dans la main, sans rien à cacher. Les gens nous connaissaient maintenant en tant que couple. Il n'y avait plus de rumeurs, plus de jugement, juste une acceptation tranquille. Nous avons dansé ensemble sous les lumières tamisées, et à un moment Élise a posé sa tête sur mon épaule. « Tu te souviens de la première fois qu'on était ici ?» a-t-elle demandé. « Comment est-ce que je pourrais oublier ? J'étais terrifié ce soir-là. Terrifié qu'Arnaud me voie seul et pathétique. Terrifié de ne plus jamais retrouver quelqu'un. Et maintenant, je suis juste reconnaissante. Reconnaissante que tu aies accepté de jouer le jeu. Reconnaissante que tu sois resté même quand j'ai essayé de te repousser. Reconnaissante que tu m'aies montré ce qu'était le vrai amour. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Je suis reconnaissant aussi. Pour tout. Nous avons quitté la fête tôt cette nuit-là et nous sommes rentrés chez nous en marchant dans les rues de Paris. L'air était frais, les feuilles tombaient doucement des arbres, et tout semblait parfaitement à sa place. En arrivant à notre appartement, Élise s'est arrêtée devant la porte et m'a regardé avec une expression sérieuse. « Julien, il y a quelque chose que je veux te demander. » « Quoi ?» Elle a pris une profonde inspiration. « Je veux qu'on construise une vraie vie ensemble. Pas juste un appartement partagé ou des week-ends en amoureux. Je veux tout. Je veux des projets communs, des rêves partagés, un futur ensemble. » C'est ce que nous faisons déjà, non ? Oui, mais je veux que ce soit officiel. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une petite boîte. Mon cœur s'est arrêté. Élise, je sais que c'est traditionnellement l'homme qui fait ça, mais tu sais que je n'ai jamais été traditionnel. Elle a ouvert la boîte, révélant une simple alliance en or. Julien Lambert, veux-tu m'épouser ? Pas parce que c'est ce qu'on est censé faire, mais parce que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Parce que tu es mon partenaire, mon meilleur ami, mon amour. Parce que je ne peux plus imaginer un seul jour sans toi. J'étais sans voix. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues, et j'ai ri en les essuyant. Oui, ai-je finalement dit. Oui, 1000 fois oui. Elle a glissé l'alliance à mon doigt, puis je l'ai soulevée et je l'ai fait tourner dans mes bras. Nous avons ri comme des enfants, euphoriques et libres. Ce soir-là, dans notre petit appartement du 11e arrondissement,
Nous avons célébré notre engagement avec une bouteille de champagne bon marché et des restes de pizza. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas parfait, mais c'était nous, et c'était exactement ce que nous voulions. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie intime à la mairie du 11e arrondissement, suivie d'un déjeuner dans ce même petit bistrot de Montreuil, où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. Il n'y avait que nos familles et nos amis les plus proches, une trentaine de personnes en tout. Élise portait une robe blanche, simple et élégante, et moi, un costume bleu marine. Nous avons échangé nos vœux et quand le maire a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », je l'ai embrassée avec tout l'amour que j'avais en moi. Les gens ont applaudi, et j'ai vu ma mère pleurer de joie dans le public. C'était un moment parfait, un moment qui marquait non pas une fin mais un nouveau commencement. La vie après le mariage n'a pas été radicalement différente, mais il y avait une nouvelle profondeur dans notre relation. Nous étions une équipe officielle maintenant, liée non seulement par l'amour mais aussi par un engagement légal et social. Élise a finalement publié son recueil de poésie, et il a été bien accueilli par la critique. Elle a commencé à donner des ateliers d'écriture le week-end, partageant sa passion avec d'autres. Moi, j'ai continué à grimper les échelons dans mon département, trouvant une vraie satisfaction dans mon travail. Nous avons acheté un petit appartement dans le 14e arrondissement avec un jardin, un luxe rare à Paris, et nous avons commencé à parler d'avoir des enfants un jour, peut-être pas tout de suite, mais éventuellement. Il y a eu des défis, bien sûr. La famille d'Élise a mis du temps à m'accepter complètement, surtout son père qui voyait en moi quelqu'un d'inférieur socialement. Mais Élise a défendu notre mariage avec une férocité que je ne lui connaissais pas. « Si tu ne peux pas accepter Julien, alors tu ne peux pas faire partie de ma vie », a-t-elle dit à son père lors d'un dîner de famille particulièrement tendu. Son père a fini par s'adoucir, lentement mais sûrement, réalisant que sa fille était heureuse pour la première fois depuis des années, et que c'était grâce à moi. Ma propre famille a accueilli Élise à bras ouverts dès le début. Ma mère la considérait comme la fille qu'elle n'avait jamais eue, et mon père appréciait son intelligence et sa franchise. Maintenant, assis dans notre jardin par une belle journée de printemps, regardant Élise lire un livre sous le cerisier en fleurs, je repense à cette soirée au Marais il y a presque 3 ans. Je repense au moment où elle m'a demandé de faire semblant d'être son copain, au regard de panique et d'espoir dans ses yeux, à la promesse mystérieuse qu'elle m'avait faite. « Tu l'auras », avait-elle dit. Et maintenant, je réalise que « tu l'auras » ne signifiait pas seulement qu'elle serait mienne. Cela signifiait que j'aurais une vie pleine de sens, une connexion profonde, un amour authentique. Cela signifiait que j'aurais la chance de voir une femme incroyable se déployer et devenir la meilleure version d'elle-même. Cela signifiait que j'aurais un partenaire qui me pousserait à grandir, à évoluer, à être meilleur. Et elle avait raison. Je l'ai eu. Je l'ai tout. Élise lève les yeux de son livre et me sourit. « À quoi tu penses ?» me demande-t-elle. « À nous, dis-je. À comment tout a commencé. À comment une seule soirée a changé nos vies entières. » Elle pose son livre et vient s'asseoir à côté de moi sur le banc de jardin. « Tu regrettes quelque chose ? Pas une seule seconde. Toi ? Jamais. » Elle prend ma main et entrelace ses doigts avec les miens. « Tu sais, je pensais que le succès était tout ce qui comptait. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je gagnais assez d'argent, si je grimpais assez haut, je serais heureuse. Mais j'avais tort. Le bonheur, c'est ça. » Elle serre ma main. « C'est toi et moi dans ce jardin. C'est les dimanches au marché. C'est se disputer pour savoir qui fait la vaisselle et se réconcilier avec un baiser. C'est les petites choses, les moments simples. Je suis d'accord, dis-je. Et tu sais quoi ? Je pense que tu m'as donné quelque chose d'aussi précieux que ce que tu penses que je t'ai donné. Quoi donc ? La permission d'être imparfait. La permission de faire des erreurs et d'apprendre. La permission d'aimer sans condition. Tu m'as montré que je n'avais pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour mériter le bonheur. Mais tu es extraordinaire, Julien, dit-elle doucement. Pour moi, tu l'as toujours été. Nous restons assis là, en silence, profitant de la chaleur du soleil et de la présence l'un de l'autre. Dans la rue, on entend des enfants jouer, des voitures passer, la vie parisienne qui continue son cours frénétique. Mais ici, dans notre petit jardin, le temps semble ralentir. C'est notre bulle, notre refuge, notre petit coin de paradis au milieu du chaos. Je pense à tout ce que nous avons traversé pour arriver ici. Les doutes, les peurs, les obstacles. Je pense à la force qu'il a fallu à Élise pour baisser sa garde et me laisser entrer. Je pense au courage qu'il m'a fallu pour rester quand elle essayait de me repousser. Je pense à tous les moments où nous aurions pu abandonner, mais où nous avons choisi de nous battre pour notre amour. Et je suis reconnaissant
reconnaissant pour chaque défi, chaque larme, chaque rire, parce que tout cela nous a menés ici, à ce moment parfait. Je t'aime, dis-je à Élise. Je t'aime aussi, répond-elle. Et dans ces mots simples, dans cette déclaration que nous nous sommes faites des centaines de fois, il y a tout. Il y a la promesse d'un avenir ensemble, la gratitude pour le présent et l'acceptation du passé qui nous a façonnés. Il y a la reconnaissance que l'amour n'est pas toujours facile, mais qu'il en vaut toujours la peine. Il y a la compréhension que nous sommes deux personnes imparfaites qui ont trouvé quelque chose de parfait ensemble. Le soir tombe doucement sur Paris et nous rentrons à l'intérieur de notre maison. Élise prépare le dîner pendant que je mets la table. Nous nous déplaçons dans la cuisine avec une aisance née de l'habitude et de l'amour. Nous nous frôlons, nous nous sourions, nous échangeons des regards complices. C'est notre danse quotidienne, notre rituel d'intimité. Après le dîner, nous nous installons sur le canapé et Élise pose sa tête sur mon épaule. « Merci, Julien », murmure-t-elle. « Merci pourquoi ? Pour avoir accepté ce soir-là, pour avoir joué le jeu, pour m'avoir donné une chance. Merci à toi, dis-je, pour m'avoir offert la meilleure aventure de ma vie. Et c'est vrai, cette aventure qui a commencé par une demande désespérée lors d'une fête d'entreprise s'est transformée en la plus belle histoire d'amour que j'aurais pu imaginer. Nous avons prouvé que l'amour peut naître dans les circonstances les plus inattendues, qu'il peut surmonter les barrières sociales et les différences, qu'il peut transformer deux personnes brisées en un couple solide et uni. Notre histoire n'est pas un conte de fées. C'est quelque chose de plus réel, de plus profond, de plus durable. C'est une histoire d'acceptation, de vulnérabilité, de croissance et de choix conscient de s'aimer malgré tout. Et je ne l'échangerai pour rien au